qualité. Et pour cette raison, il faut avoir une concentration, une gestion plus ou moins efficace. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire zone humide? Qu'est-ce qu'une zone humide? Une zone humide. Il est déjà au courant. S'il y a d'autres, sinon vous pouvez répondre. Il fait quoi, Rayel? Rayel. Ah, il dort? Rayel, il fait quoi? Zone humide. Zone humide. Humide. C'est ça là qui pleut. La pluie. Il y a la pluie. Omar, oui. Vous pouvez intervenir. Qu'est-ce qu'une zone humide? Non, Omar, ils ont la réponse. Ah, traduction. C'est la traduction, oui. Donc, dès l'année 2000, on a commencé avec 2 aires marines côtières protégées qui sont l'archipel de la Galite, au nord de la Tunisie, et Zembretta, juste en face du Gabon. Je vais vous montrer ici la localisation. Qu'est-ce que c'est qu'un archipel? Archipel. Plusieurs places. Ah, bah simplement de plusieurs îles. Voilà, plusieurs îles, justement. Comme Galite, il y a 2 grandes îles, puis 3 îles à l'est, À côté. à l'ouest et à l'est, et 2 îles à l'ouest. C'est ça. Non. Galitan. Donc, à partir de l'année 2000, on a commencé avec 2 aires marines côtières protégées, comme je disais ici, la Galite et Zembretta. La Galite, c'est Jacques. Jacques. Et en 2000, et actuellement, on a 10 aires marines du côté protégées. Vous pouvez voir, ils sont répartis sur la carte, surtout sur toute la zone littorale. Bon, là, c'est pas une aire marine protégée. Il y a une aire marine protégée au Katn, il y a au Kneis. On peut les citer, hein? Déjà, il faut faire On face peut les citer. Donc, les aires marines du côté protégées sont la Galite, Zembra et Zembretta, les îles Curiat à Monastir, les îles Kneis à Sfax, Cap Negro, Cap Sirat à Beja, Marfa, Jandouba, Tarkna, Flèche de Djerba, c'est pas toute l'île de Djerba, c'est juste Flèche, c'est un petit morceau. Et on a la lagune de Bograra et la lagune de Bébé. Donc, à partir de l'année 2013, on a décidé de entamer une nouvelle expérience de cogestion. La cogestion, ça veut dire la gestion de plusieurs organismes. En 2013, on a travaillé avec l'association Notre Grand Bleu pour la gestion des îles Curiat. Et par la suite, parce qu'on a bien sûr estimé que cette expérience était très intéressante, donc on a essayé de travailler avec d'autres associations. Et c'est pour cette raison que l'année 2020, on a signé 3 partenariats de cogestion avec l'association MAN qui est présente avec nous aujourd'hui pour la gestion de la Galite, l'association Aspen pour la gestion des aires marines côtières protégées Zembra et Zembretta et l'association ACG pour la gestion des îles Kneis. Les axes de travail de cogestion APAL, MAN, on peut citer quelques exemples. C'est la mise en place d'une équipe de gestion, la surveillance et l'application de la réglementation,
la promotion de tout ce qui est accompagnement des activités socio-économiques et surtout la sensibilisation et l'éducation alentour des aires marines et côtières protégées. Maintenant, on va prendre la Galite comme étant un exemple d'aires marines et côtières protégées. On va essayer de le présenter. C'est un archipel d'îles rocheuses d'origine volcanique. On vous a posé tout à l'heure la question archipel. L'archipel, ça veut dire plusieurs îles. Comme vous voyez là, en bleu, vous voyez, la Galite c'est au milieu et les autres îlots sont un peu à l'ouest, à l'est. 2 îlots et 3 îlots à l'ouest. Donc, ça fait partie du gouvernorat de Bézère, c'est presque à 81 km de Bézère, composé de 6 îles, dont l'île principale c'est la Galite, et 5 autres îlots à l'ouest et à l'est. Par rapport à Tabarka, c'est 64 km. Il y a un autre point qui est plus proche que la Galite, c'est Dimeshri. C'est le point le plus proche. C'est une carte qui montre un petit peu la localisation de la Galite par rapport au nord tunisien. Et, pour gérer un espace, il faut tout d'abord le connaître très bien. C'est pour cette raison qu'on a effectué plusieurs visites de diagnostic et des visites de contrôle et de diagnostic pour enfin connaître de quoi il s'agit. J'ai essayé de présenter ça dans un tableau, les points faibles, les points forts, les opportunités et les menaces. Notre objectif, c'est de utiliser les points forts tout en profitant bien sûr des opportunités existantes pour essayer de débattre les points faibles et faire face aux menaces. Ici, vous avez l'éloignement. L'éloignement, vous le voyez, c'est un point faible et en même temps, c'est un point fort. Pourquoi c'est un point faible? Parce que c'est un point faible parce que pour nous, c'est un peu éloigné. Donc, on ne peut pas être présent tout le temps. Donc, c'est un point faible. Mais par contre, c'est un point fort. Pourquoi? Parce que cet éloignement a permis de limiter la fréquentation. Imaginez si Jacques était à 2 ou 3 km de la côte. La fréquentation sera énorme et on n'arrive jamais à gérer cet espace-là. Donc, d'une part, c'est un point faible, et d'autre part, c'est un point fort. L'opportunité. Vous connaissez ce terme, opportunité? Oui. L'opportunité du Kenya. Le Kenya. Le menace est interdit. Donc, pour faire face aux menaces, je parle ici de la pollution. Donc, on a mis en place toute une campagne de sensibilisation, que ce soit pour les pêcheurs et ainsi pour les visiteurs, pour essayer de limiter un petit peu les déchets, le plastique existant partout. On a mis en place toute une déchetterie pour le collecte et le compactage des déchets. Par la suite, tout ce déchet-là sera ramené de la Galite au continent. On a aussi la sensibilisation, des campagnes de sensibilisation pour tous les visiteurs. Pour le pêche illicite, on a effectivement organisé plusieurs visites en collaboration avec la police marine. Et j'aimerais bien parler un petit peu de ce tableau-là. Vous voyez le bleu foncé. Ça, c'est ce qu'on appelle le zonage. Le bleu foncé, c'est une zone, comment dirais-je, exploitable. Réservé. C'est une zone où la conservation ou bien où l'accès est strictement interdit. C'est une zone de comment dirais-je, de haute importance.
Donc on ne peut pas accéder sur les îlots parce que ce sont des zones sensibles. Par contre, le bleu moins foncé, s'il y a des actions, quelques actions qui sont permises. Par exemple, on peut accoster sur l'île, on peut se placer sur la galerie, mais il est strictement interdit de mettre les pieds sur les îlots. C'est ouvert certainement pour les chercheurs Oui. Seulement pour les visites scientifiques, pour nous en tant que gestionnaires, surtout pour tout ce qui est études scientifiques, tout ce qui est visite, mais pour je parle de la publique. Il est strictement interdit d'accès pour le public. Et aussi la sensibilisation des pêcheurs, on essaie quand même de les sensibiliser sur l'importance de conserver cette zone-là comme étant un lieu sensible, capable de qui va permettre bien sûr la gestion du stock du poisson, la conservation du stock du poisson. La fréquentation, c'est une menace importante. On a travaillé beaucoup sur cette menace-là. On a commencé par aménager un espace pour le camping. Vous voyez les photos en haut à gauche. C'est une zone spécifique, surtout pour le camping. Les deux photos là en haut, pour essayer de contrôler un petit peu les visiteurs et pour ne pas avoir des empiétinements à travers toute la galerie. On a essayé quand même de réaliser une étude de fréquentation pour connaître combien la galerie peut supporter de visiteurs. Et donc cette étude-là a donné que la galerie ne peut pas supporter plus que 20 personnes. Donc on essaie toujours d'être un nombre bien limité pour ne pas avoir des impacts sur en même temps. Oui. On a aussi aménagé des sentiers nature. Vous voyez les photos là au milieu. Ce sont des sentiers aménagés pour double road. La première raison, c'est pour essayer de guider et d'orienter les visiteurs pour ne pas avoir des dérangements sur l'île. Et la deuxième, c'est pour des raisons de sécurité, parce que le terrain à la galerie, c'est un terrain accidenté, donc il faut avoir des sentiers bien aménagés pour minimiser un petit peu le risque. Et ici, je vais parler de 3 sentiers qu'on les a aménagés. Là, vous voyez là, c'est le sentier du village, c'est en bleu. C'est un sentier à peu près de 3 km et vous permet de connaître un petit peu les vieilles constructions, quelques traditions d'agriculture et tout. En orange, c'est un sentier un peu plus long, presque 5 km, et ça s'appelle le sentier du chien, parce qu'à partir de ce point-là, vous pouvez voir les îlots des chiens. Et en bleu, c'est le sentier sauvage, c'est à peu près 9 km. Donc vous pouvez voir une colonie du faucon. Vous voyez très bien que les deux extrémités, c'est pas au hasard qu'on a laissé les deux extrémités, parce que pour les deux extrémités, on a une colonie de puffins cendrés, une espèce d'oiseau menacé, pour ne pas avoir des dérangements. Et la superficie de l'île, elle est... C'est 8 km². Toujours, on trouve la sensibilisation et l'accompagnement. C'est très intéressant de communiquer et de sensibiliser les visiteurs pour ne pas avoir des infractions sur l'île. Une autre menace, c'est l'érosion. Vous connaissez très bien que la Galite, c'est une roche volcanique composée essentiellement par des falaises. Le terrain est trop accidenté. Pour cette raison, on trouve généralement des griffes d'érosion. Bien sûr, à cause de la pluviométrie, on a à peu près 600 mm par an. C'est une zone pluvieuse. Et pour cette raison, on a essayé d'aménager quelques cours d'eau avec des méthodes traditionnelles pour vider les cours d'eau pour essayer de limiter, de freiner l'érosion.
L'espèce introduite, je vais parler spécialement du pain d'Alep. Ouais. Vous connaissez le pain d'Alep? Zgou. Bon, le pain d'Alep a été introduit par la Direction Générale des Forêts. Il y avait presque une vingtaine ou 25 ans. Et le but à ce moment-là, c'était de reboiser la Galite. Et avec le temps, il s'est avéré que c'est une mauvaise décision parce que le pain d'Alep a un rythme de propagation important. On a commencé avec quelques hectares. Actuellement, on a presque